Bonjour et bienvenue à tous sur la revue DeFi hebdomadaire de la semaine du 3 octobre. Première news de cette semaine, SushiSwap qui a un nouveau leadership. Un petit peu d'éléments de contexte sur SushiSwap. SushiSwap, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sorti pendant l'été 2020, ce qu'on a appelé l'été de la DeFi. Au début, c'est lancé par un développeur qui s'appelle SushiChef, en tout cas c'est son pseudonyme, hein. On imagine que sur sa pièce d'identité, il n'y a pas marqué ça, qui copie-colle le code de Uniswap, qui est encore aujourd'hui, mais qui était le plus grand échangeur décentralisé de la finance décentralisée. Il copie-colle ce smart contract, donc exactement la même chose. On peut apporter des liquidités, on peut échanger des actifs qui sont dans ces pools de liquidités, mais il rajoute un petit truc magique, c'est-à-dire qu'il y a un token. À l'époque, Uniswap n'avait pas de token. Et lorsque vous apportez des liquidités, vous allez être payé pour cet apport de liquidité en token. Et ça, bah, c'était révolutionnaire à l'époque, puisque, mis à part Yearn et Wi-Fi, personne n'avait... ce concept était complètement nouveau. C'est ce qu'on a appelé par la suite le yield farming ou le liquidity mining. Et SushiSwap a créé un peu l'engouement en étant le premier échange décentralisé en ayant cette méthode-là. Alors forcément, pour ceux qui ont farmé des sushis à l'époque, etc., bon, bah, ça leur rappelle des bons souvenirs et de bons rendements. Si vous n'avez pas connu cette époque, vous inquiétez pas, parce que c'était pas forcément le plus intéressant en termes de qualité de protocole, mais bon, on y repense avec une certaine nostalgie, je dois vous dire. Donc, en termes de leadership, donc ce premier développeur Sushi Chef, au bout de quelques semaines, décide que bah, suite au succès de sa plateforme et le nombre de dépôts, les gens qui achètent du sushi pour en apporter de la liquidité, etc., se dit que bah il n'a pas beaucoup travaillé, mais il a potentiellement beaucoup d'argent et que c'est peut-être un bon moment pour quitter la table avec les profits, décide de vendre tous ses sushis du jour au lendemain et de quitter le projet et de repartir, enfin de rester dans l'anonymat, et depuis on n'a pas vraiment entendu parler de lui. Au désarroi de son équipe, puisque son équipe n'était pas forcément au courant de ses intentions, et surtout il est parti avec le fonds qui était censé, et le nom, les sushi tokens qu'il a vendu, qui était censé être attribué à l'équipe pour financer le développement du protocole, donc il est vraiment parti avec la caisse en plus. Mais il se trouve que dans son équipe, un nouveau leader s'est mis en avant et a décidé de continuer le travail malgré cet événement. Ce nouveau leader, c'était Zero X Maki, qui est encore connu dans l'écosystème, qui certes ne travaille plus ses sushis aujourd'hui, a décidé de se concentrer sur d'autres projets au cours de l'année 2021. Notamment, on pourra citer Layer Zero, dont on va vous reparler pendant cette émission, mais aussi Aura, dont on vous a parlé dans l'émission précédente. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, vous aurez un tuto sur Aura au-dessus de Balancer. Et aussi d'autres développeurs ont rejoint l'équipe de SushiSwap. Malheureusement, il y a eu pas mal de tensions et de mésententes au sein de la communauté SushiSwap qui font que la plupart des acteurs qui étaient moteurs de ce protocole, qui développaient des nouveaux projets, des nouveaux produits avec Kashi, etc., ont quitté le navire, et aujourd'hui SushiSwap, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils sont dans une situation où il n'y a plus vraiment de leadership. Cette situation, suite à un vote, est entre guillemets résolue, puisque Jared Gray n'est pas CEO, puisque ça n'existe pas un CEO d'une DAO, mais comme on est dans le thème du sushi, il prend le rôle de head chef, donc chef cuistot, chez SushiSwap. Euh, ce, ce vote a été relativement controversé, puisque sur les 11 millions de sushis qui ont les 13 millions de votes exprimés pour l'élection de ce nouveau leadership, deux acteurs combinaient 8,1 millions de votes, et surtout ça s'est passé dans une apathie. C'est-à-dire que bah, très peu de gens sont allés voter, et du coup bah, ils ont pris entre guillemets le contrôle de la DAO avec assez peu d'opposition, et dans une DAO et une gouvernance qui s'en foutait un petit peu. Là je vous ai mis un petit peu les résultats
Donc c'est pas vraiment fameux, sachant que 5 adresses ont contribué à plus de 90% des votes pour cet acteur Jared Gray. Donc on se demande un petit peu où va SushiSwap. Est-ce que ce leadership avec une légitimité qui a été relativement, euh, je dirais, euh, controversée, mais au moins a le mérite d'exister, contrairement à ce qui se passait les derniers mois, les dernières semaines, où il n'y avait plus trop de direction et plus trop de personnes qui tenaient le gouvernail du navire. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera pire? Alors on constate, et ça je vais clôturer là-dessus, avec un certain regret, que l'un des acteurs vraiment majeurs de la finance décentralisée, qui a été leader pendant longtemps, qui faisait partie de ce qu'on a appelé les blue chips, aujourd'hui est un peu l'ombre de ce qu'il a été au cours de l'année 2020-2021. On leur souhaite le meilleur, mais aujourd'hui, Sushi, c'est vraiment pas un actif qui me je pense que c'est pas vraiment un actif qui a sa place dans un portfolio DeFi performant. C'est peut-être que l'avenir me dira le contraire, mais aujourd'hui, il va falloir faire des preuves. Peut-être que c'est ce nouveau leadership qui montrera la voie, mais il faudra réorganiser les choses et continuer à faire de l'innovation pour pouvoir que ça retourne un petit peu dans mon radar, dans les choses intéressantes et à suivre. Donc voilà, c'est il y a du nouveau, mais on reste quand même dans une situation où pour moi il faut garder un certain recul et observer, mais pas forcément le plus important. Ce n'est plus la valeur que ça a été en 2020 ou en 2021. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les marchés. En tant qu'investisseur, il est très important de se maintenir à jour et ce qui était valable il y a 2 ans n'est pas forcément valable maintenant et peut-être redeviendra valable dans la suite. Et votre métier en tant qu'investisseur, en tout cas votre responsabilité en tant qu'investisseur, c'est de ne pas considérer que vous avez fait un choix et vous êtes l'homme le plus ou la femme la plus intelligente du monde et de toute façon, ce choix ne va jamais changer puisque vous avez fait un choix et que c'était valable avant et ce sera toujours valable. Non, un investisseur se doit d'être flexible et d'adapter son jugement et son portfolio à l'évolution des choses. Deuxième news, Layer 0. On parlait de 0xMaki qui est impliqué dans la technologie Layer 0. Layer 0, qu'est-ce que c'est? C'est du cross-chain messaging, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une action sur le réseau A, donc par exemple Ethereum, il peut y avoir une réaction au niveau des smart contracts. En tout cas, c'est la technologie qui le permet, par exemple sur le réseau B, donc Optimism. Et ça, c'est une technologie qui est cruciale. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des bridges, certes, déplacer de la valeur entre les réseaux, mais aussi ça permet de l'exécution de smart contracts entre les réseaux, donc de la DeFi. Imaginons que vous ayez de la liquidité sur AV, sur Polygon, mais vous avez besoin d'argent sur Solana. Avec ce type de technologie, je ne dis pas que c'est possible aujourd'hui, mais on peut l'envisager avec ce type de technologie. Vous pouvez utiliser votre argent sur Polygon comme collatéral pour avoir une ligne de crédit sur Solana. C'est pas encore le cas, mais on s'y dirige petit à petit. Il y a eu un partenariat et vraiment une association technique entre Layer 0 et Circle. Circle, c'est les éditeurs de USDC, le deuxième plus grand stablecoin du monde, un stablecoin centralisé qui se déploie sur de nombreuses blockchains. Du coup, Arbitrum qui est un layer 2, Optimism qui est un autre layer 2 d'Ethereum, NIR qui est une autre technologie, une autre blockchain qui ne reprend pas du tout la technologie Ethereum, et Polkadot, donc que je pense que vous les connaissez, avec une annonce d'un support de Cosmos, Atom Cosmos, à partir de 2023. Donc ils ont vraiment eu cette envie de déployer USDC sur de nombreux nouveaux réseaux de manière native et qu'on puisse déplacer ces USDC facilement entre des réseaux qui ne sont pas forcément la même technologie. C'est très intéressant. C'est très centralisé, attention, on parle de Circle, on parle de choses qui par essence sont centralisées, mais ça va créer des possibilités qui, je pense, en termes d'arbitrage, en termes d'enlever de la friction du côté des utilisateurs, qui ouvrent des possibilités assez intéressantes.
Deuxième news que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds qui se montent et de levées de fonds qui arrivent en ce moment dans l'écosystème. On sent vraiment un, un changement de polarité du marché. Après l'euphorie totale du bull market où des gens levaient pour des projets abracadabrantesques à des valorisations complètement tarées, euh, des projets qui n'avaient pas d'utilisateurs, à peine un truc sur le testnet avait des levées de fonds avec des valorisations à 300 millions. C'est des choses qu'on a observées clairement pendant le bull market. Euh, on a eu une phase de peur au niveau des investisseurs où là, c'était totalement l'inverse. Des trucs très bien arrivaient pas ou très difficilement à boucler leur levée de fonds. Là, on a l'impression que depuis plusieurs semaines, et c'est pour ça que je vous en parle, il y a de plus en plus de fonds qui se montent, qui lèvent des fonds ou cherchent à lever des fonds, et des choses qui clôturent des rounds d'investissement en ce moment. Ce qui est marqueur pour moi que la smart money commence à reprendre un intérêt sur les marchés crypto et commence à reprendre de l'optimisme. Et ça, pour moi, c'est un des signaux. Je vous renvoie à la masterclass qu'on a fait avec Bitcoin et Cryptomatrix sur Twitch, qui est disponible sur YouTube. Toujours observer ce que fait la smart money. La smart money, souvent, est en avance sur les acteurs du marché, entre guillemets, plus normaux, comme vous et moi, qui réagit alors que la smart money va aller prévoir et placer des paris et des investissements un petit peu à l'avance pour en récolter le maximum de fruits. Donc Defiance Capital, qui était une filière de Triaro Capital, j'ai pas besoin de vous expliquer que être une filière de Triaro Capital, sachant que c'est deux entités indépendantes, c'est que malheureusement elle a été incubée par Triaro Capital. Donc Defiance, a priori, ils sont en train de mourir doucement, mais comme ils n'étaient pas forcément affectés, ils n'avaient pas forcément de fonds propres de Triaro Capital chez eux. Leurs clients n'ont pas forcément perdu d'argent. Alors, je sais pas les détails de leur compte, mais a priori, s'ils sont en train de lever des fonds, c'est qu'ils sont moins dans la sauce, comme on dit, que leur société mère. Mais forcément, le fondateur de Defiance Capital, Arthur Chong, est en train de lever un nouveau fonds qui, cette fois, n'a pas de lien de subordination avec Triaro Capital, qui est 100% indépendant, et commence à investir. Et ça, c'est pour ça que j'ai retenu la news. Eux, au lieu de nous faire le charabia habituel des VC, on va investir dans des nouveaux layers 1, on va faire des seed rounds, etc. Eux, ils ils s'orientent sur le fait d'investir dans ce qu'on appelle des tokens liquides, c'est-à-dire des actifs qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà une capitalisation et qui peuvent s'acheter et vendre directement. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est que ce genre d'acteur, Arthur Chong, Defiance Capital, alors certes, Triaro Capital a une mauvaise réputation et forcément par association, par proxy, Defiance aussi, mais je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi, c'est que les acteurs comme Defiance, les acteurs comme Triaro, les acteurs comme Alameda, les acteurs comme A16Z Circle, ça a été les acteurs qui ont investi dans la DeFi avant que vous sachiez ce que la DeFi voulait dire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à investir. Je crois que Defiance a investi dans la plupart des protocoles et avait en fait partie dès le début de l'année 2020, voire la fin de l'année 2019, alors que les gens ont commencé à entendre parler de la DeFi pendant l'été 2020. C'est-à-dire qu'ils avaient 6 mois au pire, voire un an d'avance sur tout le monde sur ces choses-là. Pareil, il y a eu des investissements dans la GameFi très tôt. Donc c'est vraiment, ils ont obtenu leur terme de smart money euh, par les performances qu'ils ont eues dans le passé. Donc voilà, ils commencent à lever des fonds et sur des tokens liquides, c'est peut-être une indication que ce type d'acteur commence à considérer que les valorisations actuelles seront pricées correctement ou sous-évaluées et que ça devient intéressant d'acheter maintenant. Donc on verra si ce pari-là est juste ou pas, mais en tout cas, ce genre de signes, c'est des signaux faibles qui nous indiquent qu'il y a une partie de ces acteurs-là qui commencent à se dire c'est plutôt intéressant de revenir sur les marchés maintenant, la crypto a suffisamment souffert, entre guillemets, et peut-être que c'est intéressant de commencer à re-rentrer sur les marchés. On verra s'ils ont tort ou pas, mais en tout cas, ça nous change des réseaux sociaux qui nous annoncent l'Ether à 300 dollars et le Bitcoin à 5000. Eux, en tout cas, ils ont l'air de penser différemment.
On a des investissements plus directs où on a le cartel habituel, hein, donc FTX, Ant Venture, c'est un petit peu moins connu, mais aussi au capital de Exponential, donc qui est cette nouvelle startup dont je vais vous parler dans une seconde. On a Circle qui est aussi investi, S16Z, Andreessen Horowitz, qui investissent dans cette startup à 14 millions, c'est quand même pas mal comme levée de fonds dans la phase de marché actuelle, qui fait, je dirais pas de la CDFI, mais en tout cas c'est des anciens d'Amazon et Uber qui vont se concentrer sur l'expérience utilisateur et parler à des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour avoir leur propre ledger, leur propre MetaMask et faire leurs propres transactions, et vraiment se concentrer sur pouvoir aller déposer sur des protocoles, faire des échanges, utiliser la blockchain dans une expérience utilisateur qui est designée pour que ce soit plus simple avec ce principe de curation. Et c'est relativement intéressant que ce genre de projet recommence à lever sur des valorisations qui sont un petit peu plus correctes par rapport à ce qu'on a eu dans les excès du bull market. Donc relativement intéressant, vu les gens qu'il y a derrière. C'est Exponential, c'est le nom du futur wallet slash interface portfolio manager à mettre sur son radar pour vérifier un petit peu ce que ce sera quand ça sortira. Bien sûr, on vous en parlera dans l'émission. Nous continuons sur, je scrolle un petit peu, les news de régulation, ce que je voulais aborder avec vous, parce que déjà c'est un peu drôle, Kim Kardashian, que forcément j'ai pas besoin de vous présenter. Pour moi qui suis pas vraiment people ni télé-réalité, je connais, donc ça veut dire que à peu près tout le monde sur Terre connaît. Donc pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Pourquoi on parle de Kim Kardashian dans cette émission alors que c'est pas vraiment le genre de la maison comme on dit? C'est que la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, a un petit peu tapé sur la table et il y a eu un settlement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas allé jusqu'au procès, ça s'est arrangé par une amende négociée avant de passer devant le juge. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, hein, puisque les procès peuvent être longs et les conséquences peuvent être assez terribles dans un sens comme dans l'autre. Donc souvent ils s'arrangent avant d'aller devant un juge. Et donc là, ce settlement, c'est une amende de 1,26 million de dollars. Pourquoi? Parce que Kim Kardashian a fait la pub d'un token, Ethereum Max. Là, on est en train de voir Instagram. Donc, sur son Instagram, il y a une story, et probablement plusieurs d'entre elles, qui disaient directement aller acheter du IMAX sur les marchés. Forcément, de la pub qui n'est non déclarée, du conseil d'investissement, ça n'a pas du tout plu à l'équivalent de l'AMF, mais aux États-Unis. Donc, amende de 1,6 million de dollars, sachant que Kim Kardashian, ça a été révélé que dans l'affaire, avait été payé 250 000 dollars dans l'affaire, donc c'est pas une opération très rentable pour elle. On rappellera que cette personne vaut, entre guillemets, ou en tout cas pèse, près de 2 milliards de dollars, donc 1,6 million d'amende 1,26 million de dollars d'amende pour quelqu'un qui possède près de 2 milliards de dollars, voilà, c'est une tape sur la main, c'est pas quelque chose qui va la mettre à genoux. Clairement, c'est l'équivalent de lorsque vous êtes en voiture sur l'autoroute, on l'a tous fait. Mais on prétendra qu'on l'a pas fait, mais bon, c'est vu les chiffres, c'est assez commun, en tout cas statistiquement, ça nous est déjà arrivé. Parfois, la pédale de droite nous démanche un petit peu, on joue avec la limite de vitesse, on se fait flasher. Ça nous coûte, si vous nous écoutez depuis la France ou des pays francophones, entre 45, 90 et une centaine d'euros. Alors ça fait mal sur le moment, c'est jamais agréable de recevoir une petite lettre d'amour des autorités et de perdre un petit point sur le permis si vous avez un permis à points. D'ailleurs on salue nos amis belges à qui ce n'est pas le cas, et, euh, ou suisses. D'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est les Belges ou les Suisses ou les deux qui n'ont pas de permis à points, contrairement à la France. Et du coup, bah, ça va pas nous tuer non plus. Si on perd 45-90 euros, ça fait mal. On le sent passer, mais ça va pas nous tuer. C'est un peu l'équivalent hein, pour Kim Kardashian qui pèse 2 milliards. Voilà, ça fait mal. Elle a joué, elle a perdu, mais elle se relèvera. C'est pas forcément le truc le plus grave. Donc, moi, ce que je trouve quand même assez compliqué, c'est que la SEC, qui est censée protéger les investisseurs, là, on a quand même de la pub pour ce qui est un scam. Les amis, Ethereum Max, c'est un token qui n'a aucune valeur, aucun projet, qui a été vraiment créé
pour lever 400 trilliards de tokens. C'est vraiment un supply quasiment infini, qui a été créé juste dans le but de voler les gens, avec des célébrités qui en ont fait la pub de manière éhontée, alors qu'a priori savaient très bien dans quoi ils mettaient les doigts. Et la conséquence n'est pas si terrible. On n'est pas, je suis pas en train de dire il faut mettre les gens en tôle, etc. Mais au final, les risques encourus me semblent assez faibles par rapport à la récompense, puisque là, cette personne a touché 250 000 dollars, elle a perdu, mais ce n'était pas clairement pas la seule à avoir fait cette publicité-là. Est-ce que c'est Floyd Mayweather? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas, un boxeur extrêmement connu. Moi, je me souviens d'une vidéo où il avait cette casquette Ethereum Mask sur la tête. Est-ce que c'est légal parce qu'il n'en a pas fait la promotion directement, il a juste porté la casquette sur la tête dans un événement public? Mais a priori, il n'a pas eu d'amende et a priori, il a été quand même payé. Euh, Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ça, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Moi, je pense que c'est peu sévère. Parce que on parle vraiment de quelque chose qui est une arnaque en soi et des gens qui utilisent leur notoriété pour emmener les gens à l'arnaque. C'est-à-dire qu'on est quand même un degré, pour moi, au-dessus des choses genre dropshipping ou classique des influenceurs. Le dropshipping, en gros, vous allez payer 20, 30, 50 euros une connerie qui en vaut 10 ou 5 ou 1 acheté sur AliExpress. En soi, c'est pas ouf, éthiquement, mais il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets. Vous avez acheté une babiole, vous l'avez payé un peu trop cher. C'est pas quelque chose que j'aime, clairement, mais il n'y a pas mort d'homme. Là, on vous envoie, entre guillemets, à l'abattoir en tant qu'investisseur en disant allez acheter ce truc-là, et vous avez quasiment aucune chance de revoir votre argent. Et si on regarde ce token, effectivement, il a fait moins 99,999%. Donc c'est quelque chose d'un point de vue éthique qui est relativement intéressant. Je voulais l'évoquer avec vous. À vous de vous faire votre propre opinion. Euh, sur cette fiche, vous avez aussi d'autres informations. Celsius, le fondeur de Celsius, qui depuis a démissionné d'ailleurs, qui apparemment a pris 10 millions de dollars sur les comptes de l'entreprise avant de couper la possibilité de retrait et de créer la procédure de liquidation judiciaire, donc banqueroute aux États-Unis, bankrupt en anglais. On en apprend encore de plus en plus sur cette fameuse personne, Alex Mazinski, qui, on l'avait appris déjà il y a quelques semaines, avait tradé et avait fait perdre des dizaines de millions de dollars en tradant comme un shitcoiner sur le Bitcoin pour essayer de se refaire, entre guillemets. Là, apparemment, il a pris dans le pot 10 millions de dollars avant de tout fermer. C'est quelque chose qui, on verra si c'est confirmé, mais ça rajoute à son dossier, entre guillemets, qui était déjà assez épais. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'Europe qui essaye de moderniser et de structurer et de standardiser les taxes sur la blockchain. Alors on sait que le modèle français, depuis la loi Pacte, c'est-à-dire avec une flat tax sur les actifs, a eu quand même un effet sur l'Europe et les autres pays européens regardent ce modèle-là et se disent bah c'est pas trop stupide comme manière de faire. Surtout une chose qui a l'air de faire entre guillemets consensus, c'est de se dire ça va être très compliqué de demander aux gens leur relevé Etherscan et Blockchain Explorer et d'aller regarder les 8000 transactions qu'ils ont fait dans l'année. Et il y a quelque chose qui a l'air de faire plus ou moins consensus, c'est de se dire que sont taxés ce qu'on appelle un tax event quand on convertit de la crypto au fiat. C'est-à-dire qu'en échange, et c'est le cas aujourd'hui en France, aujourd'hui vous déclenchez votre plus-value et vous déclenchez, alors je ne suis pas avocat fiscaliste, hein, faites vos propres recherches bien sûr, mais vous déclenchez votre plus-value à partir du moment où vous échangez des cryptos contre des euros sur un échangeur centralisé et pas forcément quand vous envoyez ces euros sur votre compte en banque.
Et du coup, c'est ça l'événement fiscal qui va déclencher la plus-value et qui va déclencher les calculs fiscaux pour vous. Et pas forcément si vous échangez vos Ethers contre un autre token, votre autre token que vous allez le déposer sur un protocole comme AV. Là, c'est pas forcément des événements fiscaux. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus dur que ça. Pour l'instant, la France a ce modèle-là et ce modèle a l'air de faire consensus sur les différents pays européens, ce qui est loin d'être le plus mauvais modèle, très clairement. Donc on verra. Il y a pas mal d'informations là-dessus. Je vous laisse consulter dans la fiche en description et le commentaire épinglé de Cryptomatrix les informations de cette fiche qui vous est disponible. Et c'est l'objectif de cette vidéo, vous donner des devoirs, vous donner du grain à moudre, entre guillemets, pour faire vos propres recherches. Euh, j'ai laissé cette semaine la section sur les NFT, mais vu vos commentaires, ça n'a pas l'air de vous passionner à part deux trois. Donc je ne ferai pas de commentaires dans la vidéo, mais vous pourrez aller consulter directement ça. Et nous allons nous quitter avec en ce moment ça, non, mais avec deux podcasts sur des sujets que j'aborde pas beaucoup dans l'émission parce que ce sont des sujets relativement complexes et pour l'instant on n'a pas pris le temps d'aller dans le détail là-dessus avec vous. Le premier c'est Starkware, les Zero Knowledge et les Layer 3. Donc c'est Empire qui a fait ce podcast sur ce sujet des Zero Knowledge Rollup, etc. C'est très intéressant, je vous invite à l'écouter, ça dure 1 heure, c'est en anglais. En faisant du sport le matin, c'est plutôt pas mal. Ou, quand vous avez le temps, si c'est un sujet qui vous intéresse, ce futur des Layer 2 et éventuellement Layer 3 sur la blockchain, ça vaut le coup. Et deuxième chose, on n'en parle quasiment jamais sur la chaîne parce que je ne suis pas expert, mais j'ai trouvé ce podcast très très intéressant sur Atom 2.0, Atom Cosmos. Ça a beaucoup évolué et c'est en train d'évoluer en ce moment. Malheureusement, je ne suis pas assez expert sur la question et j'essaye d'un peu de faire mes devoirs sur le sujet. Si vous voulez aussi faire la même chose, je vous conseille ce podcast de Blockworks, sachant qu'ils ne parlent pas que de Atom, mais aussi les reversible transactions. Je vous en avais parlé dans une émission précédente, cette possibilité d'avoir un nouveau standard complémentaire à ceux qui existent, ERC20 et NFT 721, pour pouvoir avoir sous certaines conditions des transactions qui sont annulées et revertibles. Et enfin, Polygon et son business développement et ses stratégies et ses partenariats récents, notamment Robinhood, Disney, etc. On vous en a parlé dans l'émission. Donc voilà, je vous laisse avec ces deux podcasts. Et comme chaque semaine, je vous présente un nouveau protocole ou une nouvelle chose dans l'écosystème. Cette semaine, c'est pas un protocole, c'est pas une démo d'un nouveau truc, mais un site et une ressource que j'ai trouvé assez intéressante. Alors là, normalement, ça s'affiche à votre écran et certains d'entre vous disent « Mais c'est quoi ce truc tu nous as sorti une archive des années 70 ?» Ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui sont plus du monde de la finance traditionnelle retrouveront certaines habitudes et certaines choses qu'ils ont déjà vues. C'est bien sûr un site qui s'appelle stablecoin.com. WTF, alors what the fuck, hein, ça fait partie un peu du truc. Qu'est-ce que c'est que les stablecoins. Et je trouvais que c'était une ressource extrêmement qualitative sur les stablecoins qui est fait par la communauté, c'est entièrement gratuit, hein, stablecoin.whatthefuck, donc WTF. Et ça reprend l'interface, pour ceux qui viennent de la TradFi, du fameux terminal Bloomberg. D'ailleurs, je salue les amis de Cryptost qui ont rejoint le vrai terminal Bloomberg en tant que news. Donc eux, le news ticker officiel de chez Bloomberg, maintenant il y a les articles de Cryptost, je les salue, hein, bravo. C'est un beau signe de reconnaissance qu'a fait Bloomberg, puisque Bloomberg est un peu le gourou des médias dans le monde de la finance traditionnelle. Pour en revenir à Stablecoin What the Fuck, je voulais sélectionner parce que c'est une belle ressource documentaire sur les stablecoins. On va vous expliquer ce qu'est un stablecoin, le trilemme
comme quoi les stablecoins font toujours des choix entre l'efficacité du capital, la décentralisation et la stabilité du prix, ce qu'on appelle le PEG. Vous avez tout un ensemble d'articles qui vous expliquent bien comment ça fonctionne, etc. C'est quoi un crypto-backed stablecoin, c'est quoi les, comment dire, les trade-offs qui sont faits sur ce genre de choses, avec des études de cas à chaque fois. Aussi, vous avez la plupart des stablecoins, et ils ajoutent de plus en plus, et vraiment ils se développent là-dessus, des stablecoins qui existent, avec bien sûr les principaux USDC et USDT, leur prix actuel, leur volume, le market cap, en une seconde, vous avez toute l'information. Vous avez aussi, si vous cliquez dessus, la vélocité, le volume, le prix, le market cap. Là, vous voyez, vous avez une belle analyse de tendance. En ce moment, le market cap du SDC a perdu environ 10 milliards en quelques mois depuis l'été. C'est relativement intéressant de voir cette chose. Vous pouvez en une seconde vous dire ah oui, mais USDT pendant la même période, ils ont aussi pris du capital. Vous avez un peu ces informations-là. Vous avez le news ticker pour chaque actif. Et surtout, chaque actif, on vous explique ses risques, les liens qui sont intéressants, la documentation s'il y a lieu. Et par exemple, si vous ne connaissez pas ChiDAO, je pense que j'en ai assez parlé dans le protocole, là vous avez une information qui est intéressante. On voit qu'il est à 1% en dessous du PEG. Donc quand vous achetez un Chi token, vous avez 1% de moins, 99 centimes en ce moment. Son volume est plutôt croissant. Son market cap est plutôt en train de décliner et vous avez différents risques et vous savez que c'est lié au ChiDAO protocole, etc. Je trouve que c'est une ressource intéressante si vous voulez faire vos devoirs. Si on vous parle d'un stablecoin, d'un protocole dont vous n'avez jamais entendu parler avant, vous pouvez directement aller à stablecoin.whatthefuck et en quelques minutes, vous allez monter en compétence là-dessus. Si les stablecoins, on vous en a beaucoup parlé, mais ça reste étranger pour vous, passez une petite heure sur ce site et je suis persuadé que vous deviendrez un expert bien plus que la plupart des gens. Donc voilà, c'était ma recommandation de la semaine. On va se quitter avec forcément le ultrasound.money, voir ce qui s'est passé, est-ce qu'on a brûlé des éthers, etc. Le merge, c'était il y a exactement 20 jours, c'est pour ça que je vous en parle, c'était le 15 septembre, nous sommes désormais le 5 octobre, forcément, pour vous qui regardez l'émission, ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être beaucoup plus tard si vous regardez les archives de la chaîne Cryptomatrix, et si le merge n'avait pas eu lieu, il y aurait eu la création de plus de 250 000 Ethers, mais puisque le merge a eu lieu, seulement 11 000 Ethers nouveaux ont été mis en circulation. Et ça, en fait, c'est un effet qui s'accumule. C'est-à-dire que chaque jour, on a d'autant de forces vendeuses potentielles en moins par rapport à l'époque où on avait encore du mining sur Ethereum, et ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Aujourd'hui, il reste du stock d'Ether, les mineurs n'ont pas vendu tous leurs Ethers, les gens qui en ont acheté à d'autres prix n'ont pas encore tous vendu leurs Ethers, etc. Donc ça se voit pas, mais c'est comme c'est un petit chemin qui se fait pas à pas, et chaque jour, il y a un nombre d'Ethers qui est très stable, 0,17% de croissance sur l'année, avec un contexte où les Ethers sont relativement peu utilisés comme plateforme, même si là, quand j'enregistre l'émission, là, depuis une heure, ça a été nettement, même totalement déflationniste la blockchain Ethereum. Et nous avons une évolution là-dessus. Sera forcément, pour moi, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est mon opinion personnelle et c'est ma thèse d'investissement personnelle. Je ne suis pas en train de vous dire faites comme moi, je suis en train de vous dire faites vos devoirs, écoutez ce que je dis, faites vos devoirs et faites-vous votre propre opinion. Pour moi, ça aura forcément un effet sur le prix de l'Ether au long terme et un effet plutôt positif. Je vous laisse sur ces mots. Un petit point pour ceux qui nous écoutent encore à cette fin d'émission. Lundi prochain et jeudi prochain, pas d'émission pour ma part. Ça ne veut pas dire pas d'émission du tout. Ça veut dire que ce sera sans moi, puisque je voyage pour une conférence. Je vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour la revue DeFi hebdomadaire et le live Twitch tous les lundis soirs à 21h. Merci d'avoir regardé cette émission et à très vite.